Donc, on va parler des bad news, et notamment une bad news qui peut arriver, qui est le cancer. C'est-à-dire, ça peut être, dans notre cas, un entrepreneur qui nous annonce ça, ça peut être un client, ça peut être un collaborateur. Ça a quand même des chances d'arriver parce qu'on finit par en avoir beaucoup, ou un familier et qui va vous annoncer que bah, ses tests sont revenus pas bons et que du coup, il entre dans une nouvelle spirale. Et la question, ou les questions, c'est que faire, que dire? Et la réponse, moi, que j'ai face à ça, c'est ce que David Servan-Schreiber a pu écrire il y a quelques années. Alors, pour resituer qui était David, il était le fils aîné de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Donc, pour ceux qui sont d'une autre époque, c'était le fondateur de l'Express et ancien rédacteur en chef adjoint du Monde à 24 ou 25 ans au sortir de la guerre. Donc, un haut personnage de la 4e République. Donc, il était donc le fils aîné que Jean-Jacques Servan-Schreiber avait eu un peu tardivement. Euh, il était chercheur psychiatre, et il faisait partie des premiers à avoir travaillé sur les IRM et être allé très très loin. Donc, il était brillant. Il avait été parmi, enfin, il avait publié un papier dans Nature, qui est quand même un des meilleurs journaux de recherche, alors qu'il avait 27 ou 28 ans. Il était à 30 ans le patron d'un centre de recherche dans un gros centre médical, un grand centre hospitalier à Pittsburgh. Et il faisait des expérimentations avec un de ses collègues et amis. Et parmi les expérimentations, il y avait un scanner qui leur a été mis à disposition après les heures de consultation. Et il voulait utiliser donc ces scanners, qui sont les scanners médicaux moins précis que les scanners de recherche, pour essayer de mettre en avant l'activité du cortex préfrontal, donc la partie consciente du cerveau qui est la plus difficile à voir. Et donc, voilà, ils travaillaient là-dessus. Ils avaient leur scanner dans lequel ils mettaient des étudiants qui venaient faire les cobayes. Ils étaient tout contents parce qu'ils partaient avec une image de leur cerveau qu'ils allaient tout de suite mettre sur leur ordinateur. Euh, mais il y en a qui se pointe pas, qui est en retard. Donc, du coup, c'est David qui va à sa place. Et là, il va scanner dans son cerveau une tumeur assez importante. Donc, il va voir les médecins, etc. Mais il va aussi, parce que c'est un chercheur, regarder ce qu'il y a dans la littérature scientifique. Alors là, c'est pas cool, et il y a une raison pour laquelle les médecins ne voulaient pas trop lui en parler. C'est que quand on regarde les histoires, la survie à 1 an, à 3 ans, à 1 an, à 3 ans et à 5 ans, eh ben, ça donne pas trop envie. Donc là, vous voyez, 11,2 mois, c'est la médiane, c'est-à-dire la moitié des gens ne survivent pas, dans le cas de sa maladie, à ce cancer. Et à 1 an, donc 46% sont décédés, etc. Alors, quand on regarde ça, ben, on a quand même une première étape qui est un abattement profond. Et puis, il y a une deuxième étape qui est de dire, non, mais moi, j'ai pas envie de mourir. Et donc, c'est le moment où renaît l'espoir. Et lui explique assez bien dans son livre qu'il y a deux facteurs là-dedans qui l'ont amené à reprendre espoir très rapidement. Le premier, c'est que ce sont des chiffres qui sont des chiffres historiques, c'est des chiffres qui sont issus des dernières années dans un monde où ça bouge très vite. Donc, finalement, c'était vrai il y a 5 ans, mais sur les gens qui commencent le traitement maintenant, il y a certainement une différence. Et puis ensuite, il y a un autre aspect qui est que la, la, la médiane, donc cette séparation de la population en deux moitiés, ceux qui survivent jusqu'à là et ceux qui survivent après, eh ben, elle est trompeuse. Alors, je vais vous donner un exemple avec un cancer qui s'appelle le cancer du pancréas, qui est un cancer très agressif. Donc, on s'aperçoit que
la médiane, c'est la moitié des gens survivent moins de 9 mois. Et puis après, quand on regarde la suite, on se dit, bon, bah, ok, on voit où on va. Sauf que si on regarde la suite, effectivement, on s'aperçoit que quand on a survécu à 1 an, on a une courbe de survie qui est très, très différente. Donc, en fait, la question devient, chaque point est important. Chaque fois qu'on survit à un truc, eh ben, on a de plus en plus de chances de survivre. Alors, il a 32 ans quand on lui diagnostique son cancer. On lui donne une espérance de vie de 6 ans maximum. Et David est mort à 50 ans, c'est-à-dire 18 ans après cette condamnation à mort. Donc, il a quand même réussi à passer dans le bon côté de la courbe. C'est grâce à l'espoir et c'est grâce aussi à la recherche qu'il s'est mis à mener avec comme vraie question, et c'est ça qui est très très important, et c'est ça qui fait que il est quelqu'un qui mérite d'être écouté, c'est que sa question c'est comment est-ce que je peux aider mes médecins? C'est pas mes médecins font n'importe quoi, il les connaissait, il est un des leurs, il sait qu'ils font leur maximum, mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire de son côté? Donc, quand il a posé la question à son cancérologue lui a dit non, non, mais rien, faites comme d'habitude, vivez votre vie maintenant, et puis on va monitorer, et puis si ça revient, on sera suffisamment tôt et on va agir. Mais lui s'est aperçu que ce que ça voulait dire, c'est que les médecins travaillent énormément pour se tenir au courant de tout ce qui se passe dans leur domaine. Et du coup, ils n'ont pas les moyens de se tenir au courant de tout ce qu'il y a autour. Et donc, il va faire ce travail de regarder le autour. Donc, il va publier ça pas mal d'années plus tard, hein. Je pense qu'il avait quand même besoin de se dire est-ce que vraiment je suis sorti d'affaire? Et donc, il avait écrit un livre qui avait rien à voir, qui était un livre sur la dépression et l'anxiété, donc qui était plus son domaine. Et il fait un livre qui s'appelle Anti-cancer. De mémoire, il a dû sortir en 2005, donc c'est-à-dire 12 ans après son premier épisode. Donc, à un moment où il peut se dire, bon, c'est bon, ça a quand même eu un effet. Alors, je vous rappelle que le cancer, il y a une cote, il y a une citation assez fameuse qui est celle des proches qui disaient le cancer, je ne peux pas l'avoir, je suis contre. Mais ce n'est pas une approche qui amène, enfin, qui est très positive. En tout cas, ça n'a pas porté chance à des proches. Mais c'est d'autant plus courageux de sa part d'avoir sorti ça alors qu'il savait qu'il l'avait. Non, ce que dit Anti-cancer, ce que raconte Anti-cancer, c'est d'abord l'histoire de David Servan-Schreiber pour montrer qu'il ne parle pas en tant que médecin, mais qu'il parle en tant que médecin-patient. Et ensuite, il va expliquer sa compréhension de la maladie, donc avec une question d'immunité qui fait plus son travail de pourchasser les cellules défectueuses, l'inflammation qui va aider les cellules cancéreuses à se développer, et puis du coup il va poser la question de la nutrition, notamment pour lutter contre l'inflammation, mais aussi pour aider l'immunité, et puis il va parler de la relation corps-esprit, donc tout ce qu'on peut faire pour éviter que cette tension qu'il peut y avoir entre un corps qu'on n'écoute pas et un esprit qu'on ne sait pas non plus mettre en lien avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on fait, peut contribuer à laisser le corps mieux se guérir. Donc, il va parler de la méditation, il va parler de la quête de sens, et il va parler d'activité physique. Alors, je vais juste faire un petit point sur la question de l'inflammation, parce que l'inflammation, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. La façon de définir l'inflammation, c'est de dire que c'est quelque chose qui est chaud, qui est gonflé,
qui est rouge et qui est douloureux. Alors, c'est ce qui se passe quand vous avez une aiguille qui s'enfonce dans votre peau. Donc, vous voyez la couche du haut, c'est le derme, et puis après, il y a l'épiderme, le derme, et puis après, les vaisseaux sanguins. Et donc, quand vous avez une épine qui traverse votre peau, eh ben, ça va susciter des messagers, donc les histamines, qui vont dire « Oh là là, il y a quelque chose qui se passe, il faut réagir ». Et donc, la réaction, bah, ça va être de gonfler, de prendre une couleur rouge parce qu'il y a des vaisseaux sanguins qui se rapprochent. Il va y avoir de la douleur pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y a tout un balai de cellules, de cellules du système immunitaire qui vont venir lutter contre les bactéries qui cherchent à rentrer. Cette inflammation-là, elle est non seulement normale, mais nécessaire. Si vous avez, à chaque fois que vous avez une épine qui rentre dans votre peau, il faut effectivement la combattre. Mais on constate que de plus en plus, on a des inflammations à des endroits où il n'y a rien, où il n'y a pas d'agression virale ou bactérienne. Donc, c'est beaucoup de gens qui souffrent des articulations, mais aussi des gens qui souffrent d'inflammation des méninges, qui ont des maux de tête ou des choses comme ça, donc, ou des mal de dos. Tout ça, c'est souvent lié à l'inflammation. Et le problème de l'inflammation, c'est que ça a un impact certain, puisque le corps va considérer le cancer comme une cicatrice éternelle, et donc l'inflammation qui va se mettre autour de cette cicatrice va aider le cancer à se nourrir. Alors, les causes de l'inflammation, il y a le stress. Le stress, on en avait déjà parlé dans le passé. Le stress, c'est la réponse qu'a notre corps quand on est agressé physiquement. Donc, à chaque fois que vous vous sentez agressé physiquement, vous allez réagir face à ce qui va se passer dans une agression physique. C'est-à-dire que vous allez prendre des coups, vous allez éventuellement en donner. Donc, le stress va vous préparer à ça. Il va vous préparer aux blessures. Il va vous préparer à la réparation des blessures. Il va vous préparer au combat. Donc, il va vous empêcher de réfléchir. Il va avoir tout un mode d'action. Et l'un de ces modes d'action, la préparation à la blessure, c'est l'inflammation. Alors, le manque de sommeil est aussi un facteur d'inflammation, puisque comme il faut se réveiller, on envoie des doses d'hormones qui ont un effet inflammatoire. Le glucose est un grand facteur d'inflammation, puisqu'en fait, quand on a trop de glucose, on va lancer de l'insuline, et l'insuline va lancer des procédés inflammatoires pour essayer d'éponger ce glucose en trop. On a après ça des huiles qui sont fortes en oméga 6, qui ont très fortement augmenté dans nos consommations quotidiennes. Donc, par exemple, les huiles de colza, les huiles de graines d'une manière générale, d'arachide et autres. Tout ça, c'est des huiles qui sont très fortes en oméga 6, et ça crée un déséquilibre entre l'oméga 6 et l'oméga 3, et ce déséquilibre se traduit par de la mise en avant de substances inflammatoires. Bon, donc ça, c'était ce que disait David Servan-Schreiber, et c'était il y a 15 ans. Donc le livre est toujours très intéressant, à la fois pour son histoire personnelle, mais aussi pour la compréhension du changement profond qu'il faut faire quand on se retrouve dans cette situation-là. Mais on peut éventuellement chercher à aller plus loin. Et alors, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que finalement, ce qu'il faut espérer, c'est un changement de paradigme. Donc, je fais allusion là à ce que disait Bachelard. Donc, Bachelard était un philosophe de la science, un épistémologue. Donc, il étudiait la façon dont la science et le savoir se développaient. Et il disait, quand on connaît, c'est contre une connaissance antérieure. Il disait, le principal obstacle est dans l'acte même de connaître. Donc, il parlait là des obstacles épistémologiques. Il parlait de ce qui nous empêche de progresser dans le savoir. Le fait de savoir nous empêche de progresser. Le fait de savoir devient
un blocage dans l'acceptation des nouveaux savoirs. Intéressant, hein? Et dans le cas du cancer, il y a un vrai blocage auquel on fait face aujourd'hui, qui est dans la compréhension même de ce qu'est le cancer. Et selon cette compréhension, eh ben, on va admettre des traitements différents. Donc là, je fais référence à Thomas Seyfried, qui est un professeur de biologie de Boston College, spécialisé dans le cancer, et qui propose un changement de paradigme, justement. Il dit qu'il faut passer de l'hypothèse génétique du cancer à l'hypothèse métabolique. Alors, de quoi parlons-nous? Voilà une cellule. Vous avez au milieu, en violet, c'est le noyau. Et dans le noyau, vous avez l'ADN, qui est l'ensemble des données qui servent à la réplication de la cellule et au travail que la cellule a besoin de faire. Après, le noyau est entouré d'un cytoplasme, qui est l'intérieur de la cellule, avec des tas de petits organelles dont certains servent à nettoyer la cellule, servent de système d'ordures, enfin de vidange des ordures, d'autres servent à des systèmes de production, fabrication de nouvelles molécules, etc. Et c'est pas, enfin c'est un sujet très intéressant en soi. Mais vous avez dedans entre 100 et 1000 mitochondries qui sont représentées là dans une espèce de petite poche ronde avec une membrane à l'extérieur et puis à l'intérieur une des espèces de circonvolutions qu'on appelle les cristae, mais ça, c'est pas très important à retenir. Et ces mitochondries ont leur propre code génétique. C'est-à-dire que dans votre cellule, vous avez le noyau qui a des informations génétiques qui viennent à part égale de votre père et de votre mère, et puis vous avez des centaines de mitochondries dont les informations génétiques viennent des mitochondries de votre mère. Je sais, c'est profondément injuste, mais c'est comme ça. C'est les femmes qui font le plus gros. Alors, dans l'hypothèse génétique, on dit les cellules se dupliquent avec des défauts de copie parfois, et parfois ces défauts de copie trompent le correcteur de défauts et contiennent en plus des erreurs nocives. C'est quand même pas de chance. Mais en plus, le système immunitaire ne joue pas son rôle et ne les élimine pas, et ça devient un cancer. Alors, les oncologues là-dessus, ils sont très clairs. Ils disent, maintenant, on sait précisément ce qui cause un cancer. C'est une séquence d'altération de gènes bien définis. Et donc, il y a les chromosomes qui vont avoir une première mutation, une deuxième, une troisième, et puis à la quatrième, pof, ça va être une cellule maligne. Le problème de ça, c'est que, et c'est la critique qu'apporte Seyfried, c'est que il y a des gènes cancérigènes dans des cellules normales. C'est qu'il y a des mutations génétiques qu'on ne voit pas dans certains cancers. Ou plutôt, dans certains cancers, il n'y a pas de mutation génétique. Que les chimpanzés qui ont des ADN comme nous ne font pas de cancer. Que dans les métastases, qui est l'étape d'après, c'est-à-dire une fois que vous avez un cancer, il y a un moment où les cellules de ce cancer vont migrer, eh ben, il n'y a pas de cause, génétique. Et puis, ce défaut de duplication improbable, parce que ça arrive, mais il y a un système de contrôle qui fait que du coup, ça n'arrive pas si souvent, et en plus, il faut que ça arrive sur les mauvais gènes, eh ben, ce qui est embêtant, c'est que quand on regarde dans un cancer du sein, on va trouver des dizaines de types de cellules malignes différentes. Donc là, on est dans l'improbable de l'improbable. Donc, il y a un vrai sujet. Et lui, il a fait une expérimentation qu'il a publiée entre 2012 et 2015. Donc, c'est un truc assez récent hein, aux yeux de la science. Il a dit, voilà, prenons deux types de cellules. Il y a les cellules normales en vert et puis les cellules cancéreuses en rouge. Puis ben, quand vous avez des cellules normales, qu'elles se dupliquent, ça fait des cellules normales. Et quand vous avez des cellules cancéreuses, quand elles se dupliquent, ça fait des cellules cancéreuses. Il dit, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on intervertit les noyaux?
Donc, vous allez avoir le noyau qui est apparemment supposé être la cause du cancer, qui va se retrouver dans une cellule normale, et le noyau normal qui va lui se retrouver dans une cellule cancéreuse. Donc, si on suit la théorie génétique, eh ben, le fait d'apporter un noyau malade dans une cellule saine va créer des cellules cancéreuses. Et puis, le fait d'apporter un noyau sain dans une cellule cancéreuse va remettre la cellule à la normale. Eh ben non. Les cellules normales, quand on met un noyau malade, elles restent normales. Les cellules cancéreuses, quand on met un noyau sain, elles restent cancéreuses. Alors ça, c'est en soi une remise en cause complète du paradigme. Et du coup, il ressort une vieille hypothèse qui est l'hypothèse de Warburg. Alors, Otto Warburg, prix Nobel de médecine, est justement le chercheur qui a découvert les mitochondries. Et Otto Warburg, il dit, écoutez, le cancer, pour moi, ça commence par un problème de respiration cellulaire, ça commence par des mitochondries qui n'arrivent plus à faire leur boulot, d'utiliser de l'oxygène pour faire de l'énergie. Et du coup, il y a une compensation par de la fermentation. Et la fermentation, c'est essentiellement le sucre à travers l'acide lactique qui devient le nouveau carburant. Et de fait, on s'aperçoit que, et c'est comme ça qu'on trouve des cellules cancéreuses dans le corps, on s'aperçoit qu'il y a une surconsommation de glucose dans les cellules cancéreuses. Cependant, et c'est pour ça que l'hypothèse de Warburg n'a pas été retenue, c'est que quand on enlève le sucre, ça ralentit le cancer, mais ça ne l'arrête pas. Et ce que ne savait pas Warburg, c'est qu'il y a une autre source d'énergie hors oxygène, qui est la glutamine. Alors, pour voir ça très rapidement, il faut avoir en tête que dans la cellule, vous avez la mitochondrie en jaune, et vous voyez 3 façons de créer de l'énergie. Il y a le cycle de Krebs, dont on a entendu parler quand on a suivi des cours de biologie. Mais le cycle de Krebs, il ne produit que 5% de l'ATP. Donc l'ATP, c'est la façon qu'on a de stocker l'énergie et de se l'échanger entre les cellules du corps. Il n'y a que 5% de cet ATP qui est fait par le cycle de Krebs. En fait, l'énergie du cycle de Krebs vient dans la chaîne de transport de l'électron, qui là représente presque 90% de l'énergie qu'elle va faire avec de l'oxygène en faisant du CO2 et de l'eau. En fait, on produit beaucoup d'eau dans ce système de phosphorylation oxydative. Et puis, à côté de ça, on sait qu'on peut faire jusqu'à 5% d'ATP dans la glycolyse, qui est la transformation du glucose en un composant, le pyruvate, qui lui peut rentrer dans la mitochondrie et alimenter le cycle de Krebs. Donc du coup, ça c'est une cellule normale, et vous allez voir avec une cellule cancéreuse, ça change du tout au tout, parce que le pyruvate ne rentre plus dans le cycle de Krebs. L'acide lactique, donc c'est la façon d'utiliser cette glycolyse, représente 20% tout d'un coup des productions d'énergie. Le transport d'électrons, la chaîne de transport d'électrons, elle, qui recharge l'ATP, en fait, ne fait plus que 5%. Et donc, il n'y a plus cette production d'eau et de CO2. Et à la place, il y a donc un acide succinique qui vient en fait d'une partie du cycle de Krebs et qui est normalement très faible, mais en fait, elle est plus forte relativement. Elle a été un peu surestimée, surexprimée par la cellule, mais elle n'est pas suffisante. Donc, la cellule cancéreuse, en fait, est une cellule qui tourne en permanence, mais plutôt au ralenti par rapport aux autres cellules. Alors, voilà comment il explique la chose. Il dit, voilà, vous avez votre mitochondrie en vert sur la gauche, et puis cette mitochondrie, elle est attaquée par un tas de choses, dont l'inflammation, dont le manque d'oxygène, dont les radiations, dont des substances cancéreuses, de l'âge, du virus aussi. Il y a quelques virus qui ont comme particularité d'attaquer la mitochondrie. Et du coup, elle devient de moins en moins fonctionnelle
c'est les petits cercles qui deviennent vert olivâtre, puis orange, puis rouge. Et ça va faire un effet vers le noyau en lui disant produis-moi plus de produits qui me permettent, en l'absence d'oxygène, de faire quelque chose, en l'absence de la chaîne de transport d'électrons, de faire de l'énergie. Et en faisant ça, ça va permettre à la fois de se nourrir, ça va amener ça va envoyer des messagers pour créer des nouveaux vaisseaux sanguins, parce qu'on dit j'ai pas assez d'oxygène apparemment. Et puis, comme les mitochondries deviennent de plus en plus défectueuses, elles ne vont plus être capables de forcer la cellule à s'arrêter. Et ça, c'est un truc extraordinaire. C'est que finalement, ce sont ces mitochondries qui, quelque part, sont des corps étrangers qui sont venus dans nos cellules il y a 2,5 milliards d'années, qui ont rendu nos cellules civiles, au sens d'être capables de travailler ensemble. Elles leur ont appris la politesse. Les cellules, quand elles sont en train de marcher sur les pieds de la cellule d'à côté, la cellule d'à côté leur dit « Hey, tu marches sur mes pieds. Oh, pardon, désolé. » Et hop, elles s'effacent. Elles font l'apoptose, c'est-à-dire la mort de la cellule. Et ça, c'est une différence fondamentale entre les cellules des organismes vivants et les cellules antérieures, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les champignons, les prokaryotes. Donc, des cellules qui existent encore, qu'on croise tous les jours, mais qui sont complètement différentes en sens que tant qu'elles peuvent bouffer, elles se développent. Et bien là, si nos mitochondries disparaissent, notre cellule, elle n'a plus personne pour lui dire « Hé, vieux, on est en train de marcher sur le pied de la cellule d'à côté, là, on va s'arrêter. » Donc, ça devient des cellules voyous qui ont repris des habitudes ancestrales de se développer autant que possible, autant que la nature. Donc, ce que dit Seyfried, c'est que finalement, il y a un moyen, c'est d'affamer ces molécules. Donc, il les prive de sucre, mais il les prive aussi de glutamine, ce qui est un peu plus compliqué. Mais donc, ça montre qu'il y a un chemin possible et donc un espoir. Alors, évidemment, je vous parle de ça, mais je ne suis pas médecin. Donc, qu'est-ce que j'en sais? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, effectivement, c'est une théorie comme une autre, en référence à Jean Dujardin dans OSS 117. Alors, comment discerner? Qu'est-ce qui me fait dire, ah tiens, ce truc-là, les gars, je pense que c'est un truc que vous pouvez peut-être regarder. Parce que c'est quand même complexe. Des fausses théories, il y en a tous les jours. Alors moi, je me repose sur des curateurs, sur des gens qui font le travail de me dire, tiens, tu devrais regarder ça. Alors, il y a toujours des gens qui se trompent aussi. Du coup, je fais toujours attention, je fais toujours plus attention aux théories quand il y en a plusieurs qui me disent des choses et quand c'est des gens qui sont différents. Donc là, en l'occurrence, ceux qui m'ont indiqué cette théorie, c'est des gens qui sont très différents l'un de l'autre. Il y en a un qui s'appelle Paul Mason. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il a un esprit très libre. Il adore renverser les savoirs établis. Donc, il arrive avec son petit sourire et il fait « Ah, vous croyez que ça? Regardez ce que dit la science, regardez cette expérimentation, etc. » Donc, c'est un mec très contrariant. Donc, vous comprenez que je l'aime bien. Mais très sérieux pour autant. Et en fait, c'est déjà une bonne indication. Lui, il dit qu'il a l'impression que là, on est face à un futur prix Nobel. Et l'autre, c'est Peter Attia. Alors, Peter, c'est un peu le contraire de Paul Mason. C'est un besogneux. C'est un mec qui croit qu'il n'est pas plus intelligent que les autres. Mais Peter est un mec extraordinaire. C'est un type qui est un athlète d'ultra haute endurance. Il a fait des traversées à la nage entre la côte californienne et les îles de Catalina. Donc, c'est un type qui a une volonté incroyable, qui a une capacité de travail incroyable, qui sort des choses formidables, mais il est beaucoup plus classique. Et quand les deux, alors lui, il a interviewé Seyfried,
Et effectivement, il dit, bon, il y a des trucs qui ne me plaisent pas trop dans ce qu'il dit Siegfried, et je lui ai dit d'ailleurs, par exemple, Siegfried, il dit, ben, les biopsies, ça ne sert à rien, puisqu'on est en train de créer une blessure de plus pour aller chercher des bouts de tissu, pour les analyser dans l'espoir de voir des gènes, alors que ce n'est pas un problème génétique. Bon, mais ça, pour un docteur comme Mathias, c'est pas acceptable. Vous dites ça, mais les gens, du coup, vont plus aller faire leur biopsie parce que ils vont vous écouter. Et pour un mec comme le professeur Seyfried, c'est, bah, écoutez, moi, je fais que tirer les conclusions de ma théorie. Voilà, donc, pour vous dire, deux personnes très différentes me disent, ah, tu devrais regarder ce mec-là parce que si ce qu'il dit est vrai, on est face à un vrai changement. C'est comme ça que je sélectionne, que je retrouve enfin, que je fais mes choix dans un univers où je n'ai pas la connaissance nécessaire. Alors maintenant, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Mais pour conclure, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Donc d'abord, je pense que c'est important d'aider le collaborateur, le client, celui auquel on tient, qui nous apporte cette mauvaise nouvelle. C'est lui dire, d'abord, on est d'accord que les stats, ça reflète beaucoup de choses qui sont des gens qui ne réagissent pas, qui n'aident pas leur médecin, qui font leur vie comme si rien n'avait changé, qui ne réagissent pas. Donc, comme toi, tu vas réagir, tu n'es pas dans les stats. Ensuite, la médecine est constamment en train de s'améliorer. Moi, c'est un dialogue, hein, le dialogue avec les cancérologues, c'est un dialogue que j'entretiens depuis des dizaines d'années. Par hasard, à chaque fois que je rencontrais un cancérologue, ma question clé, c'était, mais c'est pas un peu compliqué d'être cancérologue et de voir tous ces patients mourir? Et à chaque fois, la réponse était non, 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 écoute, tu sais, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit des progrès constamment. Et donc, à chaque fois, de me citer les cas qu'ils arrivaient le plus à améliorer. Donc, la leucémie de l'enfant, il y avait un enfant sur 20 qui en sortait, et puis maintenant, on est à 5 enfants, à 4 enfants sur 5. Bon, c'est un changement tellement important qu'effectivement, c'est un véritable espoir dans la médecine. Mais ça continue. Alors, on a toujours des échecs et, dans certains cas, on est vraiment face à des problèmes, hein. Je vous parlais du cancer du pancréas, c'est celui qui avait emporté Steve Jobs. Malgré tout l'argent qu'il a pu mettre dedans, on part très vite. Alors, le troisième point, je pense que on a un rôle d'aider nos proches à changer de vie. Ce qui a sauvé probablement David Servan-Schreiber, c'est le fait qu'il a quelque part fait un vrai changement dans sa façon de vivre, sa façon de stresser, sa façon de manger, sa façon de faire du sport, de dormir, etc. Il a véritablement, il est passé d'un individu stressé qui voulait absolument changer le monde en sortant la prochaine étude qu'il allait sortir dans dans une grande revue scientifique. Et tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais il a dû changer pour devenir quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, qui relativise. Le cancer a fait de lui un autre homme. J'avais eu la chance de le rencontrer, de passer 2-3 heures avec lui grâce à un de nos clients. C'était extraordinaire d'être avec lui. Et je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même sentiment 15 ans plus tôt. On est aussi capable de baisser le stress qu'on impose à nos proches. En tant qu'entrepreneur, avec nos collaborateurs, on peut du coup faire un vrai effort pour leur éviter du stress. Et le stress est un vrai facteur dans ces sujets-là. Et puis, l'ensemble de votre entreprise peut être un support system, peut-être un moyen, enfin, faire partie de cet environnement qui aide
qui aide le malade à réaliser qu'il n'est pas seul et donc à mieux suivre son traitement, à mieux lutter contre la maladie. Et puis, je pense que c'est important de l'aider à faire confiance à la médecine, mais aussi à la challenger. Parce que c'est parce qu'on lui fait confiance qu'on décide de la pousser dans ses retranchements, de poser des questions, d'essayer d'amener son interlocuteur, son ou ses médecins à, de leur côté, aussi aller plus loin. En fait, le pire, c'est le mépris. Dans le mépris, il y a la décision de ne plus échanger, de ne plus communiquer. Voilà ce que je peux en dire. Il y a de l'espoir. Merci Jean-Christophe. Et ce qu'on peut retenir, c'est que, évidemment, dans les communautés de nos entreprises, nous sommes des hommes et des femmes et nous allons rencontrer quasiment immanquablement un certain nombre de situations de ce type, soit pour Oui, c'est nous-mêmes, régulier, hein. soit pour les Et autres. ça va pas s'arrêter. Et Avec donc, le vieillissement, avec... ces conseils sont au-delà de ces pistes de recherche qu'évoque Jean-Christophe. Ces conseils sont bien entendu des conseils d'un être humain à un autre être humain. Mhm. Pour partager une anecdote récente, un collaborateur, un de mes collaborateurs s'est retrouvé, c'est le printemps, hein, vous allez voir, on va en parler, mais il y a des petites mouches qui sont de sortie, pardon. Euh, un de mes collaborateurs s'est trouvé effectivement en chimiothérapie d'une façon assez brutale et avec un pronostic finalement engagé. Et un des trucs formidables qui s'est passé à ce moment-là, c'est que un de son patron opérationnel a organisé une visioconférence depuis sa chambre d'hôpital et on s'est tous connectés simultanément pour parler quelques minutes avec lui, lui sourire, lui rappeler qu'il faisait partie de l'équipe et que, bien entendu, il était momentanément en dehors de l'équipe d'un point de vue opérationnel, mais qu'il n'était pas en dehors ni de notre tête ni de nos cœurs. Je ne sais pas l'impact hein, que cela aura eu d'un point de vue médical sur sa maladie, mais ce que je peux dire, c'est que ce jour-là, il avait un grand sourire et que, on le sait, ça joue un rôle dans la qualité du système immunitaire que d'avoir une vision optimiste de l'avenir, et même si c'est temporaire, ça peut pas faire de mal. Voilà, donc Jean-Christophe, tu nous as bien raconté tout cela et merci encore.